Christian, Bonjour tu es un naturaliste forcené et tu as une vision. Moi, je suis un étroit scientifique avec sans doute une vision un peu trop technique et théorique. Mais par contre, toi, tu es le peuple, c'est-à-dire que tu représentes la population. Et comment tu expliques qu'il y a très peu de chasseurs c'est quoi? C'est à peu près 3%. 1 million, non même pas 3%, 2%. C'est moins d'un million maintenant. Donc il y a très peu de chasseurs et néanmoins ils obtiennent tout ce qu'ils veulent des pouvoirs publics, que ce soit de gauche, de droite ou surtout, alors là ça a été le bouquet avec le gouvernement actuel. Donc c'est quand même bizarre, alors qu'en face il y a peut-être 80% de la population qui est soit randonneur, soit naturaliste, soit ami des bêtes, etc. Et comment ça se fait où se trouve la démocratie dans un problème comme ça? Ça paraît complètement aberrant. Comment tu expliques ça? Oui, c'est vrai que c'est un peu surréaliste. Il y a une disproportion totale, tu as raison. On avait fait une petite étude à l'ASPAS par rapport à la constitution de l'Assemblée nationale. Il y a des groupes, en dehors des partis qui sont des structures verticales, il y a des groupes, on va dire des structures horizontales, ouais, comme le groupe culture, le groupe économie, chômage, etc. Et il y a le groupe chasse qui est le plus représenté à l'Assemblée nationale par nos députés. Donc déjà là, ça donne une... Et au Sénat, c'est encore pire. Il faut dire qu'au Sénat, ils sont élus la plupart du temps par les ruraux. Alors à l'époque, les ruraux, ça correspondait aux chasseurs. Maintenant, les ruraux, les néo-ruraux, généralement, sont anti-chasseurs, c'est-à-dire qu'ils sont gênés par les chasseurs qui les empêchent de balader sans risque. Ouais. Donc c'est même plus valable maintenant. Donc les chasseurs se présentent comme les représentants des ruraux, c'est pas du tout vrai. Et les politiques défendent les chasseurs en croyant récupérer des votes, mais c'est complètement idiot, c'est l'inverse qui se passe. Ils sont complètement déconnectés, les politiques, de la réalité. Ils s'imaginent que les chasseurs, c'est-à-dire ceux qui représentaient le pouvoir il y a 50 ans, sont toujours au pouvoir, mais c'est pas du tout. Par contre, ils ont des avantages gigantesques, financiers, ils ont la loi pour eux, la plupart du temps. Comment tu expliques ça? Oui, j'explique ça, et là, c'est difficile à expliquer. Peut-être quelques axes. C'est que déjà, comme tu dis, il y a eu une espèce d'inertie dans l'évolution sociétale et la stratégie politique. Les naturalistes et les gens comme nous sont assez non-violents, alors que les chasseurs et les éleveurs ne rigolent pas. Hein. C'est beaucoup plus dangereux. Ça faut les mots. Hein. C'est vrai qu'au niveau des finances, si on regarde deux régions qui sont complètement consternantes dans la manière de gérer la nature, donc il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes avec M. Wauquiez et la région Hauts-de-France avec M. Bertrand, ouais, qui eux ont supprimé les aides carrément aux associations de protection de l'environnement et pour tout reverser au monde de la chasse. Donc là c'est un lobby du loisir chasse, puisque c'est quand même qu'un loisir, hein, la chasse, c'est rien d'autre. Et ils prennent même la place des scientifiques, c'est-à-dire qu'avant, les animaux étaient décomptés par les scientifiques ou les naturalistes, comme toi, alors que des scientifiques comme moi ou des naturalistes comme toi, maintenant, ils sont décomptés par les chasseurs qui ont le financement. Donc c'est une histoire de fou, quoi. Et c'est eux, maintenant, les chasseurs, qui ont obtenu l'argent pour acheter des radars, des appareils qui valent une fortune et que les scientifiques ne peuvent pas acheter. C'est ça, là, il y a eu par exemple 400 000 € donnés pour acheter au lieutenant de louveterie dans les Alpes, pour acheter du matériel de détection nocturne. Ouais. 400 000 €. Bon, voilà. Alors, moi j'ai l'impression que le monde politique actuel n'a pas encore pris conscience de l'évolution. Il y a une espèce de petit tsunami de jeunes qui arrivent, qui sont très proches de l'environnement, qui sont très défiants par rapport à toutes les décisions politiciennes qui sont prises contre la nature, contre les animaux, et qui ont donc ce pouvoir public actuel là, il n'a pas encore trop compris. Il n'a pas compris que l'écologie, c'est pas seulement les verts,
c'est un problème général. Ils s'imaginent que c'est synonyme, les Verts et l'écologie. Ce n'est pas du tout le cas. En réalité, l'écologie, c'est partout. Et donc, ils imaginent que quand ils enlèvent les crédits aux naturalistes, ils vont contre les écologistes politiques. Mais ce n'est pas aussi simple. En réalité, la plupart des gens, maintenant, sont écologistes par force, parce qu'ils se rendent bien compte que la planète est en train de chauffer et qu'il n'y a qu'à avoir des canicules pour se rendre compte que ce n'est pas des trucs, des idées en l'air. Ouais. Alors, tu parlais de ruralité tout à l'heure, et c'est vrai que maintenant, moi, je suis un rural, 100%, même si je ne le suis que depuis 12 ans. Dans le monde rural, il y a de plus en plus de gens qui sont opposés à la chasse. Mais surtout les néo-ruraux, ruraux sont contre, parce que... Même les anciens ruraux, enfin, il y a relativement peu de chasseurs. Moi, je vois dans mon secteur, les gens qui viennent chasser dans la commune sont des citadins. Il y a peut-être 2-3 personnes qui sont de la commune. Avec des moyens. Oui. Parce qu'il faut avoir les moyens. Donc, c'est vrai que c'est un loisir presque comme un autre, mais voilà, oui, il n'est pas assez considéré comme étant le loisir d'une très petite part de la population actuelle. Et donc, là où il y a un gros problème aussi de démocratie, c'est par rapport aux instances, on va dire, pas totalement scientifiques, mais décisionnaires dans les préfectures. Il y a des commissions qui s'appellent les commissions départementales chasse et faune sauvage, qui prennent des décisions, comme par exemple dans l'Hérault, au mois de mai, cette commission a pris la décision d'avancer l'ouverture de la chasse au 1er juin, au lieu du 15. Quand j'étais directeur de laboratoire du CNRS, de l'écologie de la faune sauvage, j'ai été mis dans ce truc-là, nommé dans ce truc-là, et puis j'ai démissionné parce que c'était pas sérieux, quoi. En réalité, c'était une manière d'entériner des décisions d'agriculteurs et de chasseurs. Voilà, donc on se rend compte que dans ces commissions, la répartition est totalement déséquilibrée. Il y a 1 ou 2 personnes qui représentent l'intérêt de la protection de l'environnement, de la nature. Et de l'autre côté, il y a plusieurs chasseurs, des fois, parfois 2 piégeurs, pas mal de représentants des intérêts du monde agricole. Donc la protection de l'environnement, là-dedans, elle est complètement limitée, quoi. Et puis en plus, quand tu vois que le président de la Fédération nationale de chasse, Willy Schren, c'est une sorte de Trump de la chasse, c'est-à-dire à grande gueule, etc., racontant beaucoup de bobards, comme par exemple que les chasseurs représentent la ruralité. Bon, comment on peut accepter ça? Comment les politiques ne voient pas l'astuce et l'arnaque? Surtout que, bon, il a une grande gueule, et alors moi je trouve qu'il a un avantage, c'est qu'à chaque fois qu'il s'exprime, j'ai l'impression qu'il crée des nouveaux adhérents dans le monde de la protection de l'environnement. C'est déjà ça. Et puis ce qu'il a... Alors, en même temps, c'est pas quelqu'un que je défendrai bec et ongle, mais il a eu l'honnêteté, entre guillemets, de dire il y a quelque temps, en direct, sur les ondes de RTL, je crois, par rapport à la problématique des sangliers, moi, la régulation, j'en ai rien à foutre. Donc, avec quelqu'un comme ça, on sait à quoi s'en tenir. C'est curieux d'ailleurs, parce que d'habitude, il y a des tactiques. Alors, il y a des présidents de fédérations dans les territoires, dans les régions, qui s'arrachent les cheveux. Bah oui, mais alors votre président national... C'était leur alibi. C'était l'alibi qui, maintenant, il est complètement tombé... Il a voulu pousser à l'extrême à la provocation, quoi. Oui, alors, par rapport au sujet du comité départemental loup, c'est un... Dont tu faisais partie? Dont je faisais partie, oui. Donc j'avais été convié par la préfecture de l'Hérault. C'est un comité, un groupe de personnes qui comprend beaucoup de personnes de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui sont les fonctionnaires chargés, les agents chargés du suivi du loup, et aussi la police de l'environnement, entre autres, d'agents de la DDTM. Il y avait évidemment des représentants des intérêts du monde de l'élevage, 2 personnes représentantes des associations de protection de la nature,
Voilà, peut-être une personne de la gendarmerie, une personne ou deux du monde de la chasse. Donc, qui était le défenseur du loup contre le reste du monde. Alors, le défenseur de la cohabitation loup-pastoralisme. D'accord. Cohabitation. Eh bien, on était deux, voilà. Donc, j'ai eu l'honneur de participer à ce comité, ça s'est bien passé, en janvier 2021. Et puis, en janvier 2022, j'ai reçu une lettre, un message de la préfecture en disant que l'ASPAS, donc que j'étais en fait exclu de ce comité, sans autre forme d'explication. C'était le préfet Moutou, surnommé et le bulldozer. C'est ça. Voilà. Et donc, j'ai pas participé à ce comité là, qui était prévu en janvier 2022. Donc, ils n'avaient plus de podans. Si, il y avait quand même encore une autre assaut de protection de l'environnement qui avait été maintenu dans ce comité. Alors, ce qui était amusant par rapport à moi et à l'ASPAS en général, à notre considération au niveau des comités loups, c'est qu'en 2 mois avant, c'est-à-dire en novembre 2021, avait eu lieu le groupe national loup. Donc là, c'est le préfet coordonnateur, préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes qui organise ça. Et c'est ce préfet qui pilote en fait tout le dossier loup au niveau national. Donc il avait invité l'ASPAS qui s'y était rendu et donc qui avait participé à ce groupe national loup en novembre 2021. Et alors ce qui est amusant, c'est que le représentant de l'ASPAS à ce groupe national loup, c'était moi-même. Donc j'ai été convié au niveau national en novembre et en janvier, j'étais exclu au niveau héros. Local. On n'a pas trop vu la cohérence. Ben oui, la cohérence, c'est que vous voulez éliminer les génères. Voilà, donc pourtant il m'avait semblé être assez poli et courtois, mais bon, d'après ce que le Midi Libre a entendu, c'est qu'il fallait l'explication, c'était de rééquilibrer le comité loup. Bon. Je ne savais pas que j'étais aussi influent et puissant. Oui. Et il y avait combien de personnes? Il y avait du monde, hein. Il y avait peut-être, mais en fait il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Et donc vous étiez un ou deux contre un? Alors, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont totalement neutres dans le dossier, puisque ce sont des agents OFB, beaucoup d'agents d'État ou du département. Donc, on peut dire que en fait, les oppositions verbales, c'était surtout entre le monde syndical des syndicats majoritaires, FNSEA et compagnie, et les deux protecteurs de l'environnement. Voilà la petite Et donc anecdote. actuellement alors actuellement, le futur c'est quoi? Le futur dans l'Hérault, je ne sais pas. On ne sait pas trop. Donc ce qu'on croit, c'est c'est pas trop facile de savoir, mais il doit y avoir 2 loups mâles seuls dans le secteur Caroux-Somail, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Hérault, à la limite du Tarn. Peut-être, mais c'est pas du tout sûr, un individu de sexe pas trop identifié encore dans le Larzac, mais ce qu'on craint, c'est qu'il ne fasse pas de vieux os, parce qu'il semble qu'il y ait une tradition locale d'élimination par tous les moyens. Il y avait déjà une louve en 2018 qui avait été suivie pendant 2 ans et qui a disparu du jour au lendemain. Voilà, donc il y a aussi des rumeurs qui circulent plus ou moins dans le milieu Radio Larzac, on va dire, qui laisse penser qu'il y a eu du nettoyage entre guillemets de ces loups qui arrivent. José Bové, il a dit dans cette interview au Midi Libre que s'il voyait un loup, il tirait. Oui. Après, donc, il y a certaines structures qui n'hésitent pas à diffuser de la désinformation complète. C'est-à-dire, par exemple, dire qu'il y a sur le Larzac, il n'y a pas 10 loups, mais il y en a beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus que 10, que le loup a mangé des enfants. Alors qu'on n'a jamais pu prouver depuis 40 ans qu'un loup ait attaqué un homme. Non, apparemment, il n'a jamais. L'OFB est clair là-dessus. L'OFB en France, le loup en Europe n'a jamais attaqué d'humain.
Voilà, donc il y a encore certains conservatismes qui, plus ou moins pacifiques, voire moins que plus, qui peuvent être très agressifs par moments. Pas Il y uniquement a eu des menaces verbalement. de mort sur des Oui, il y a eu protecteurs des loups. on va dire un proche, c'est Jean-Michel Bertrand, qui avait fait un super film sur le loup, et qui lui a reçu des menaces de mort précises. Il y a eu aussi le naturaliste qui a écrit des bouquins, là, Pierre Rigaud. Pierre Rigaud, oui, lui, qui s'était bien fait... On lui a montré, on lui a apporté une balle. Il s'est bien fait casser la gueule à Séverac-le-Château. Ouais. Ah bon. Il y a 4-5 ans. Hein, ouais. Voilà. Voilà. Donc,